Le Salon international de l'agriculture édition 2014 ouvre ses portes ici à Bamako. Les exploitations agricoles familiales, la sécurité alimentaire, thème choisi, et c'est le président de la République qui a donné le top départ. Autre actualité phare, la tenue du Forum des organisations de solidarité internationale. Le forum parle de renforcement de la contribution des migrants au co-développement. Les 5 ex-otages, dont 4 du Comité international de la Croix-Rouge, tous de nationalité malienne, ont été remis aux autorités maliennes par la force Serval. C'était ce matin à Gao, en présence des ministres Sada Samake, Soumeilou Boubei Meiga et Amadoun Konaté. Nous sommes vendredi 18 avril. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par les activités au palais de Koulouba. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu le président de la commission d'organisation du sommet Afrique-France et l'ambassadeur de la République de Mauritanie qui est en fin de mission dans notre pays. Le compte-rendu de ces audiences avec Alousseni Touré. Avec l'ambassadeur Cheikh Sidi Diarra, les échanges ont surtout porté sur le début des préparatifs de l'organisation en 2016 à Bamako du sommet Afrique-France. L'ambassadeur est venu recueillir les conseils avisés du chef de l'État pour une organisation réussie de ce grand événement. J'étais donc venu m'imprégner de la vision que le président de la République s'est fait de ce sommet-là pour ensuite discuter les modalités techniques et d'organisation de ce sommet. Les défis sont nombreux, ils sont d'ordre infrastructurel, ils sont aussi d'ordre de substance quant à la préparation des thématiques et leur discussion par les Sherpas désignés par les chefs d'État et de gouvernement. Nous allons nous y atteler dès aujourd'hui, maintenant que nous avons recueilli la vision du président de la République. Il nous appartient que techniquement sur le terrain, avec le soutien du gouvernement et des autres institutions de la République, on puisse rapidement s'atteler à avancer dans le processus de préparation. Pour sa part, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie a fait avec le chef de l'État le point de la coopération entre nos deux pays d'une part et d'autre part l'excellence des relations entre nos deux chefs d'État, à savoir le président Ibrahim Boubacar Keïta et le président Mohamed Ould Abdelaziz. Mohamed Lemine Ould Khatrib, en fin de mission, a promis d'œuvrer davantage au renforcement des liens qui unissent nos deux pays. C'est parti pour la 5e édition du Salon international de l'agriculture. Ce salon, qui se déroule tous les 2 ans, vise la promotion de productions agricoles, l'agroalimentaire et les produits halieutiques du Mali. Le thème choisi cette année, les exploitations agricoles familiales et la sécurité alimentaire. Plus de 80% des exploitations agricoles de notre pays sont constituées de petits producteurs. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé à l'ouverture du salon en présence de notre reporter Bourama Traoré. C'est au bord de Djoliba, la sève nourricière, que s'ouvre la 5e édition du Salon international de l'agriculture. À l'image de ce serpent qui mesure près de 2 mètres, c'est le Mali dans toute sa diversité animale et agricole qui est exposé au palais de la culture Amadou Ampateba. Et c'est là jusqu'au 26 avril 2014. Au total, 200 stands y sont installés, présentant divers produits agricoles, agroalimentaires et artisanaux, j'en passe. Le salon, c'est une école. D'abord, on apprend dans le salon et on sait où on doit aller. Donc pour moi, c'est important. Je pense que tous les produits agricoles du pays sont là. Tous les produits transformés du pays sont là. Et je pense que ça, c'est important. Important, mais aussi riche. Le SAGRI s'impose d'édition en édition comme un rendez-vous biennal de promotion du potentiel agro-silvopastoral du Mali, un espace d'échange, de savoir et de savoir-faire, mais aussi du donner et du recevoir, le tout destiné à la valorisation des produits agricoles de notre pays. C'est dans cet esprit dynamique de multi-acteurs que l'on peut potentiellement entamer le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'entreprise moderne, créatrice d'emplois et génératrice de prospérité. Cette vision repose sur 3 piliers essentiels. 1. La création de pôles de développement et de croissance économique agricole. 2. La simulation du développement des chaînes de valeur compétitives. Et enfin, l'amélioration de l'environnement des affaires pour les entreprises agricoles. Ces 3 équations
sont en réalité des défis que nous allons relever. D'autres défis à relever s'appellent la maîtrise de l'eau, la diversification de la production végétale et halieutique, le développement de l'agro-industrie. Des défis parmi tant d'autres et perçus comme des mesures prioritaires envisagées pour atteindre la sécurité alimentaire. Il y a des problèmes qu'on va trouver la solution avec le président de la République parce que quels que soient les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les exploitants forestiers, chacun a besoin de l'eau. Donc, obligatoirement, il faut des aménagements. On a un autre petit problème qui est l'emballage des produits agricoles. Je pense qu'ils ont vu, les femmes ont posé les problèmes, ils vont trouver la solution. C'est pour assurer les Maliens que l'agriculture ne ment pas et la terre ne ment pas. Donc, l'élevage, l'environnement, je pense que si tout le monde peut venir travailler dans l'agriculture, ça serait une bonne chose. Le Sagri 2014 se tient sous le thème « Les exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire ». Le choix de ce thème est motivé par la contribution du secteur agricole à la stabilité économique et sociale du pays. Ce thème est d'autant plus pertinent car plus de 80% des 805 000 exploitations agricoles que compte le Mali sont constituées de petits producteurs ou exploitations familiales agricoles qui contribuent à environ 95% à l'alimentation de la population malienne. Une grande partie des produits exposés au salon sont l'œuvre d'exploitation agricole familiale évoluant au niveau des différents bassins de production agricole de notre pays. Faire du Mali un pays émergent, exportateur à l'horizon 2018, voilà l'ambition du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour ce faire, il décide de consacrer 15% du budget national à l'agriculture. Nous allons rester avec vous, Bourama Traoré, pour dire que l'avenir du Mali est bien évidemment dans l'agriculture et tout sera fait pour booster le secteur. Ces mots sont du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président, qui a fait le tour de quelques stands d'exposition, se dit heureux et fier des efforts fournis pour améliorer nos productions agricoles. Ibrahim Boubacar Keïta au micro de Bourama Traoré. Très très bonne impression. Je crois qu'il y a là tout le potentiel du Mali agricole qui est exposé. Je dois convaincre les plus sceptiques que l'avenir de ce pays est dans l'agriculture, dans la terre, dans l'élevage et dans la pêche. Et ce qui est en œuvre ici, avec l'appui de la recherche, menée notamment au niveau de l'IR, est encourageant. Et le ministre du Développement rural l'a dit, nous allons faire en sorte de booster le budget de l'agriculture, de développement rural, qui est aujourd'hui de 9,6 aux environs de 15, en tout cas plus de 10. Ce n'est pas seulement pour nous conformer aux directives de Maputo, mais parce que c'est notre intérêt national. Le président de l'APECAM l'a dit, il y a le problème de l'eau qui se pose au Mali. Revenant du Sénégal et visant le port de Dakar, j'y ai vu un dragueur de très bonne taille. Et l'on m'a dit que ce genre d'engin, en modèle un peu plus modeste, peut servir également à draguer le fleuve Niger. C'est là un projet sous-régional au niveau de l'ABN, Autorité du bassin du Niger, mais singulièrement qui concerne le Mali. Quand on survole le fleuve Niger aujourd'hui, on est effaré de voir ce que l'on a perdu comme volume d'eau en quelques années, du fait de l'érosion de tous ordres, mais singulièrement de l'érosion éolienne. Les dépôts de sable dans les lits du Niger sont devenus tellement importants qu'il y a de véritables dunes qui se sont posées là. Et il faut toute l'habileté de l'APTO pour pouvoir passer, slalomer à travers les dunes pour assurer la navigabilité, même en période de crue. Et il y a également les effets pervers sur l'agriculture. S'il n'y a pas d'eau dans le Niger, tous nos projets de développement agricole sont voués à l'échec. Qu'à Dieu ne plaise. C'est là une tâche urgente que nous allons assigner au gouvernement, qui déjà le prend en compte, mais avec davantage de dédicace pour que ce fleuve Niger puisse être dédié, redédié à sa vocation. Non seulement de navigabilité, non seulement d'échanges possibles entre nord et sud, en équipement, en échange humain, mais aussi et surtout en capacité offerte d'eau pour l'irrigation sur ces rives. C'est une tâche urgente de survie nationale. Et ce qui est conduit ici, au niveau de la recherche, tant la recherche agricole que la recherche vétérinaire, est également de bonne aloi. Vous avez vu, nous avons vu des spécimens ici qui font penser au salon de l'agriculture des pays les plus en vue.
l'on voit ce que le progrès a apporté dans ce domaine-là. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, nous a offert récemment 150 000 doses de semences. Avec les chercheurs que nous avons ici, avec l'appui technique que le Maroc nous offre également en assistance technique, je gage que notre prochaine visite du Salon de l'agriculture du Mali sera encore un pas de plus. En tout cas, il n'y a pas d'autre salut pour le Mali que l'agriculture, qu'on se le dise. Et pour résorber également le chômage endémique des jeunes, singulièrement des jeunes diplômés, il y a là aujourd'hui une issue qui peut être très heureuse et très porteuse. Le revenu qui est généré par une relation agricole bien conduite, bien menée, et par un jeune qui sait. Donc il peut être sensible aux arguments techniques, scientifiques de la recherche. Ce jeune-là peut avoir beaucoup d'espoir de rémunération de son travail à hauteur de souhait. C'est donc une visite à tous égards satisfaisante et prometteuse. Le Premier ministre Moussa Mara est élu au Centre international de conférence de Bamako pour l'ouverture des travaux du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Le forum, qui a pour thème renforcement de la contribution des migrants au co-développement, et on rappelle la contribution justement de la diaspora malienne s'élevait en 2012 à plus de 430 milliards de francs CFA à l'économie malienne, nous dit Youssouf Djakité. Le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations se veut un cadre d'échange entre les Maliens du Sud et ceux de l'extérieur, en vue de mettre en exergue la contribution des Maliens de l'extérieur à la construction de leur pays d'origine en termes de croissance économique. Cette contribution, l'ont expliqué la plupart des intervenants, s'étend presque à tous les domaines de développement, l'agriculture, l'éducation, la santé, la décentralisation, d'où le terme co-développement. En 2012, il y a eu 430 milliards de francs CFA de transfert de fonds. Et je pense que si je prends le cas de la France, puisque je suis le président du conseil de base des Maliens de France, le transfert par les canaux officiels, c'est de l'ordre de 300 millions de francs CFA. Ce qui, en comparaison avec l'aide publique au développement que la France accorde au Mali, il n'y a pas une commune mesure. C'est ce qui a motivé le développement de certains thèmes pendant les forums. Par exemple, le rôle et la place des migrants dans le partenariat multi-acteurs pour le développement local. De l'investissement productif des migrants, quel partenariat, quelle synergie. Ici, il s'agit de trouver la réponse à la maximalisation de l'investissement productif. Et enfin, la réflexion autour de la co-construction du modèle de co-développement au niveau local. Le Premier ministre Moussa Mara, au nom du président de la République, a salué l'initiative de la création d'un tel cadre d'échange autour de ce qu'ils ont appelé la problématique du développement durable. Il est indéniable que les Maliens de l'extérieur constituent un vivier incontournable, actif et indispensable à l'émergence de notre pays, car pouvant contribuer dans tous les secteurs de développement. Interpellés sur leur participation au développement, ils y contribuent à travers leurs associations et leurs partenaires, que sont essentiellement les collectivités locales de leur pays d'accueil. Leurs actions multiples, s'inscrivant déjà dans le co-développement, couvrent de façon disparate tous les domaines. Des forats du genre permettent de corriger les insuffisances dans les relations entre la diaspora et son pays d'origine, quand on sait que la contribution de celle-ci s'élevait en 2012 à plus de 430 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Afin de promouvoir le développement du secteur privé par un accès plus accru des petites et moyennes entreprises au financement, le gouvernement du Mali, en collaboration avec la Société financière internationale AFC du groupe Banque mondiale, vient de lancer les activités du programme d'appui au secteur Crédit Bail. Les détails avec Khadija Toukone. Le système Crédit Bail sera une solution pour financer les PME d'équipements nécessaires à l'augmentation de leur productivité. Il contribuera donc à la construction d'un système financier complet et performant. Le Crédit Bail, c'est un outil de financement, essentiellement des biens d'équipement. Nous savons que les PME ont divers besoins de financement. Donc ils ont besoin de fonds de roulement pour faire fonctionner leur société, mais ils ont tous besoin d'équipement. La différence entre le crédit bail et le financement classique, c'est que la PME va choisir l'équipement et le fournisseur, et elle va s'adresser au crédit bailleur. En réalité, le crédit bailleur
peut être une société indépendante, peut être une banque, ou peut être même un établissement de microfinance qui finance les petits équipements. Membre du groupe de la Banque mondiale, AFC est, comme vous le savez, la plus importante institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé. AFC a pour mission d'aider les pays à instaurer une croissance durable en finançant des investissements, en mobilisant des capitaux sur les marchés financiers internationaux et en offrant des services conseils aux entreprises et aux gouvernements. Ce programme arrive à bon escient car les activités de crédit bail représentent une source d'espoir pour de nombreuses petites et moyennes entreprises en vue du financement de leurs opérations d'investissement. En effet, les problèmes récurrents de financement des investissements qui caractérisent l'économie malienne empêchent de nombreuses entreprises de saisir des opportunités de développement qui se présentent à elles. Au-delà, c'est toute l'économie malienne qui se verra offrir un nouvel outil de financement simple et efficace et qui permettra, j'en suis persuadé, la construction d'un secteur industriel national robuste et porteur de croissance inclusive et de création d'emplois, conformément à la vision du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le montant des engagements de la Société financière internationale au Mali s'élève à 40 millions de dollars, environ 20 milliards de francs CFA. Les 5 ex-otages, dont 4 du Comité international de Croix-Rouge, tous de nationalité malienne, ont été libérés hier et remis aujourd'hui aux autorités maliennes par la force Serval. C'était ce matin à Gao et la cérémonie de remise était présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sada Samake, qui avait à ses côtés le ministre de la Défense des anciens combattants et celui de la solidarité, de l'action humanitaire et aussi également l'ambassadeur de France dans notre pays. Envoyés spéciaux à Gao, Moussa Fane et Adama Diakité. La joie et le soulagement étaient visibles sous les visages des ex-otages de trouver leurs proches. Enlevés par les terroristes le 8 février dernier entre Gao et Kidal, les humanitaires du CICR ont été libérés ce jeudi dans la région de Tombouctou lors des patrouilles de la force Serval. Ils ont été remis ce matin aux autorités maliennes. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Intérieur a salué l'engagement des forces déployées sur le terrain, particulièrement celle de la force Serval. Ces personnes, toutes de nationalité malienne, et dont 4 sont de la Croix-Rouge, n'avaient d'autres ambitions que l'humanitaire au profit de leurs concitoyens en leur apportant secours et assistance. Face à l'adversité de la nature, en particulier dans cette zone désertique et au climat impitoyable, elles se sont engagées à servir leurs prochains et c'est sur le chemin de ce sacerdoce que leur destin a croisé la route des gens sans foi ni loi. Pendant plus de 2 mois, presque dans l'anonymat, elles ont subi la faim, la soif et l'humiliation de leurs geôliers. Le CICR, malgré cet événement, ne va pas baisser ses efforts pour continuer à venir à soulager les souffrances de la population au Mali. Et on va continuer notre effort aussi, surtout ici au nord, le long des prochains mois et voire années. Le ministre de l'Intérieur a également rassuré les populations de la 7e région que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour leur sécurité. Je voudrais rassurer les populations que le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour assurer leur sécurité, de jour comme de nuit, en ville comme en campagne. La lutte contre le terrorisme est un combat de tous les jours. Et grâce à l'engagement de nos forces et au soutien constant de nos partenaires, nous réussirons cette bataille. Les 5 ex-otages ont été conduits à l'hôpital pour des visites médicales, selon les responsables du Comité international de la Croix-Rouge à Gao. Nous reviendrons dans nos éditions de demain sur d'autres aspects de cette visite des ministres, notamment le point de presse animé par le ministre de la Défense et des anciens combattants à Gao. En 8e région, les ambassadeurs de l'Union européenne cherchent les voies et moyens pour la stabilisation de la région de Kidal. Ils viennent d'échanger avec les autorités de la région sur le développement, la sécurité et les conditions de travail des agents de l'État. Occasion pour le gouverneur de la région de déplorer l'insécurité grandissante et le problème alimentaire dans la région. Tchemoko Sagara.
Organiser les réponses qu'il faut pour la stabilité de la région de Kidal, c'est le but visé par les ambassadeurs de l'Union européenne. Ils ont échangé avec l'administration générale et les chefs de services régionaux. Nous sommes là avec quelques ambassadeurs pour voir la situation actuelle, mais aussi d'écouter le gouverneur, l'administration, mais surtout la population à propos de leurs préoccupations, leurs attentes, pour voir comment on peut mieux organiser notre réponse pour aider la population, pour aider le gouvernement, pour la stabilisation de Kidal. À la rencontre avec l'administration, le gouverneur de Kidal a d'abord expliqué les conditions très difficiles de travail des agents de l'État avant de souligner la situation actuelle de Kidal. La région est aujourd'hui butée à un problème d'insécurité sans précédent. Des braquages à main armée et des enlèvements de véhicules sont fréquents. À Kidal, tout le monde est armé, dira le gouverneur de Kidal. Les cercles de Tingesako et de Abebara ne disposent d'aucune force de sécurité. L'école est presque inexistante. Seules 3 écoles, Agelhok, Tessalit et Anefif, ont ouvert leurs portes. Malgré la disponibilité des médicaments, seulement quelques CESCOM sont opérationnels à cause de l'insécurité. Selon le colonel Adama Kamisoko, le cantonnement des groupes armés demeure le seul problème des accords de Ouagadougou. Pour le retour de l'administration, l'État a déjà débloqué plus de 2,7 milliards de francs CFA et les réhabilitations des bâtiments sont en cours. On va continuer de donner un appui humanitaire pour l'eau, pour l'assistance alimentaire surtout, et aussi pour la nutrition. Ça va continuer. Nous sommes en train de mobiliser les ressources aussi avec les partenaires. Et je crois que les visites comme ça peuvent aider dans cette mobilisation de ressources. Les visiteurs du jour ont apprécié la volonté de l'administration de dialoguer avec les groupes armés et la bonne collaboration qui existe entre les forces armées étrangères et maliennes à Kidal. Les ambassadeurs projettent de rencontrer les groupes armés, les forces armées étrangères et maliennes avant de quitter la 8e région. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a visité hier jeudi le service anti-mine des Nations Unies et la base 100 de l'armée de l'air. L'objectif était de voir comment évolue la mission de destruction des missiles inutilisables. Compte rendu, Isaac Tchenou. Débarrasser les services de l'armée de missiles obsolètes, c'est la mission que le département de la Défense et des anciens combattants s'est assignée. Ne disposant pas de compétences techniques pour les détruire, le Mali profite de la présence du service anti-mine des Nations Unies pour mener à bien cette mission. Le ministre de la Défense a rendu visite à cette structure qui a pour mission d'appuyer l'aménagement à réduire les risques d'exploitation, appuyer les autorités nationales dans le renforcement des capacités à réduire les risques associés aux restes d'explosifs et appuyer le secteur humanitaire. Le ministre Maïga s'est ensuite rendu à la base 100 de l'armée de l'air. L'assainissement au sein des forces, ce n'est pas seulement au niveau des réformes ou des urnes, mais nous assainissons aussi tout l'environnement. Parce que là, nous avons des missiles qui étaient très précieux à un moment donné, mais qui datent maintenant de 40-50 ans, qui ne sont plus utilisables et qui peuvent constituer un danger potentiel pour nos hommes. Et puis pour les populations, après une bonne évaluation rigoureuse par nos équipes et les équipes des Nations Unies, nous procédons à leur destruction. Nous avons pris la mesure exacte du danger que ces outils représentent aujourd'hui et nous avons décidé de nous en débarrasser. Par cette opération, le gouvernement du Mali veut anticiper sur les dégâts qui pourraient causer une explosion ou inflammation accidentelle de ces missiles sur la population. Nous souhaitons que la population soit la moins influencée possible par tout ce qui s'est dit autour. Ce que nous gardons en stock ne constitueront pas de danger pour la population. Cette destruction, qui est d'ordre technique et sécuritaire, a commencé depuis le mois de mars. Le tout nouveau ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a entamé ce matin une visite de terrain dans les structures relevant de son département. Pour sa première sortie, Mahamadou Kamara a choisi l'ORTM. Il a notamment visité les locaux et longuement échangé avec les responsables et les agents de la structure. Des échanges qui ont essentiellement porté sur les conditions de travail, les difficultés et les défis auxquels font face le RTM. Ibrahima Traoré et Tchédé Kamara ont suivi cette visite.
De fonction, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication décide de passer une journée avec les agents de l'ORTM. Cette visite de terrain non-stop commence sur les hauteurs de Kati, qui abrite une grande partie des émetteurs de la structure. Ici, Mahamadou Kamara, accompagné du directeur général de l'ORTM, a eu droit aux premières explications des ingénieurs sur le fonctionnement des installations. Même exercice non loin de là, au point G, où sont logés d'autres équipements et émetteurs de la structure, ainsi que certaines installations des partenaires de l'ORTM. Dans l'ensemble, le matériel existant se porte bien et le ministre Kamara est touché par la détermination du personnel. Ce qui m'a marqué, l'engagement des gens, du personnel, des employés de la maison ORTM qui sont passionnés par leur métier, qui veulent bien faire, mais à qui on n'a pas toujours donné les moyens de réussir leur mission, à qui on n'a pas toujours donné les équipements nécessaires, à qui on n'a pas toujours offert les formations nécessaires, et à qui on n'a pas toujours offert les moyens financiers. Donc parmi les objectifs que nous avons, il y a évidemment de renforcer le budget de l'ORTM, de trouver des nouveaux modes de fonctionnement à travers la publicité, à travers des produits dérivés, à travers des locations de matériel qu'on peut faire auprès d'autres partenaires. Bref, de faire en sorte que l'ORTM devienne une maison qui arrive à financer elle-même son développement. Le ministre s'est ensuite rendu à la maison de la radio Sisa Bozola. Là aussi, c'est un personnel motivé qui l'accueille. Il visite la régie et le studio télé. Il se maquille et s'installe même sur le plateau du JT avant d'apprécier quelques bancs de montage. Juste après, le ministre Kamara s'est rendu à TM2 où il a également visité les salles de montage, la régie et le studio. Cette deuxième chaîne occupera très bientôt de nouveaux locaux en pleine construction dans la cour de l'ORTM. Il a été présenté aussi aux visiteurs du jour les cartes vidéo, un matériel 100% numérique acquis en fin 2011. Dernière étape de la visite, les studios de la chaîne 2 et de la radio nationale. Partout où le ministre est passé, il a longuement échangé avec les responsables et les agents au poste sur les conditions de travail. Au finish, le ministre ressort avec ce qu'il qualifie de contrat de confiance. J'ai vu qu'il y avait des hommes et des femmes passionnés par leur métier, des hommes et des femmes qui croyaient en l'avenir de cette maison et j'ai envie de les accompagner. Nous avons des objectifs qui nous ont été assignés par le chef de l'État, par le Premier ministre. Il s'agit de réformer le secteur de l'audiovisuel public au Mali, d'en faire un secteur performant au service du développement. Nous avons les talents, nous avons les moyens humains, il faut simplement les renforcer, équiper davantage, mieux former les collaborateurs de Bozola et je crois qu'avec tout ça, on va y arriver. Donc le contrat de confiance, c'est qu'eux s'engagent à faire ce travail de restructuration, de performance. Et moi, de mon côté, au niveau du département, on s'engage à les accompagner du mieux que l'on pourra. Pour mener à bien toutes ces ambitions, une rencontre sur la réforme de l'ORTM est annoncée pour bientôt. Au cours d'une brève réunion qui a sanctionné la journée, le directeur général Bali Idrissa Sissoko a réitéré la disponibilité et l'engagement de sa structure à accompagner les plus hautes autorités du pays à faire face aux défis de l'heure. Dans la foulée, le secrétaire général du comité syndical de la structure a tenu à rappeler au ministre certaines difficultés de la maison, notamment la sécurité et le dédommagement du personnel qui a perdu son bien pendant la crise politique que le Mali vient de traverser. Une minute de silence a justement été observée pour saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pendant cette triste période. Le RTM, en tout cas, a toujours engagé dans sa mission de service public. Ces deux communiqués avant de poursuivre le cours de ce journal. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 21 avril 2014, lundi de Pâques, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes donc partis pour un long week-end. Et le président du Haut Conseil islamique du Mali invite les imams, les présidents des associations et organisations islamiques, la communauté musulmane du Mali tout entière à la cérémonie d'ouverture du deuxième congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali placé sous le haut patronage du président de la République, El Hajj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Donc demain, samedi 19 avril à 9h au Centre international des conférences de Bamako, l'ouverture du deuxième congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali.
Lancement ce matin de la série de conférences initiée par la MINUSMA et cela en partenariat avec l'Université du Mali à la Faculté des sciences juridiques et politiques. Le thème « Rôle de la MINUSMA dans le processus de paix et de réconciliation » a été développé par plusieurs experts. La cérémonie de lancement a été marquée par une communication du professeur Abdoulaye Bachili, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali. Le compte-rendu est signé Moïse Traoré. Le partenariat MINUSMA-Rectorat permettra au monde universitaire de jouer sa partition dans le processus de dialogue et de réconciliation au Mali. Une série de 6 conférences sont programmées sur le thème « Rôle de la MINUSMA dans le processus de paix et de réconciliation ». À la Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako, le premier sujet débattu est le mandat de la mission et la transition politique au Mali. Vous avez un rôle particulièrement important. L'unité du pays, la cohésion sociale, bâtir de nouvelles relations entre les Maliens dans cet espace que constitue le Mali est une œuvre pas seulement du gouvernement, mais il appartient aux citoyens eux-mêmes de prendre en charge cette mission historique. Lieu de savoir et de liberté, l'université, à l'instar de toutes les forces de la nation, doit être mobilisée pour la cause nationale. Je vous engage donc à tout mettre en œuvre pour que le partenariat avec la MINUSMA et les universités soit l'une des locomotives du train de la paix. Ce train de la paix, il est du devoir de chaque Malien de faire en sorte qu'il ne reste pas en quai. Le contexte de sortie de crise que nous vivons doit être mis à profit pour trouver une solution définitive aux difficultés de l'enseignement supérieur. Au cours de la journée, il est également question de la protection des civils et de la promotion des droits de l'homme. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, est conforme à la résolution 2100 du Conseil de sécurité du 25 avril 2013. Les travaux du colloque national sur le patriotisme au Mali ont pris fin hier à Bamako. L'objectif pour les initiateurs était de diagnostiquer en quoi le patriotisme peut contribuer à l'émergence économique du pays. Youssouf Diakité a suivi cela pour nous. La création d'un environnement favorable au pastoralisme au Mali, c'est la question fondamentale au centre du colloque national sur le pastoralisme. L'objectif recherché par les initiateurs est de diagnostiquer en quoi le pastoralisme peut contribuer à la croissance économique du pays. Ce colloque que nous avons eu le plaisir d'ouvrir ce matin participe de la dynamique du gouvernement malien de conforter et de renforcer la dynamique pastoralisme au Mali, qui, en notre sens, est une activité qui occupe une bonne part de la population, surtout au nord du pays. Ça nous permettra, en tout cas, de faire le constat. Nous avons sollicité l'organisation de ce colloque. En fait, c'est suite à la réunion de Nouakchott, qui définissait pour chaque pays 3 piliers d'intervention pour le développement du pastoralisme. Or, au niveau du Mali aussi, on est dans le cadre de la relance économique, suite aux différents événements qui ont eu lieu. Et on pense que le pastoralisme au Mali peut vraiment contribuer significativement à cette relance économique. L'élevage contribue pour 10% du PIB au Mali. Juste après, une conférence de presse a regroupé les initiateurs et les journalistes. Là, c'était pour édifier les journalistes sur les motivations réelles de l'organisation d'un tel colloque. Il fallait plutôt lire un colloque sur le pastoralisme dans notre pays. L'actualité hors de nos frontières, comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'élection qui vient de se dérouler en Algérie. Les Algériens se sont rendus hier aux urnes pour élire leur président. Au sortir déjà des bureaux de vote, les partisans de nombreux cas de fraude ont été signalés par le camp du candidat Ali Benflis. Les partisans du président sortant, eux, étaient confiants quant à une victoire dès le premier tour de leur candidat. Les bureaux de vote sont à peine fermés qu'on est déjà dans la préélection. Ali Benflis, candidat à la présidentielle algérienne, est un homme sans illusion. Pour lui, le scrutin n'est qu'une mascarade. Je vais m'opposer avec tout ce que je possède comme force
à ce hold-up électoral et pour cela, j'userai de tous les moyens politiques pacifiques. Selon le gouvernement, la présidentielle s'est déroulée dans le calme. Dans les bureaux de vote, il n'y avait pas foule. Officiellement, seulement 51,7% des électeurs ont participé, beaucoup moins qu'en 2009. La participation était particulièrement faible à Alger, mais aussi en Kabylie, où des groupes de jeunes ont tenté de bloquer l'accès aux bureaux de vote, comme ici à Rafour. Des violents heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. On n'est avec personne, ni avec Bouteflika, ni avec Benflech. On est marre de ce système, et on a marre de ce pouvoir, et on a marre de tout ici en Algérie. Au total, 70 personnes ont été blessées jeudi en Kabylie, où moins d'un électeur sur 4 a voté. L'Algérie est divisée en deux entre partisans de Bouteflika qui crient déjà victoire et ceux qui contestent les résultats avant même leur proclamation. C'est surtout le silence de l'immense majorité des Algériens qui aura marqué cette élection. Et cette dernière dépêche qui déclare Abdelaziz Bouteflika vient d'être réélu à la présidence de l'Algérie et cela dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 81,53% des voix et c'est des résultats officiels annoncés ce soir même. Une victoire attendue pour le chef de l'État de 77 ans, affaibli depuis un accident vasculaire cérébral l'année dernière. Son principal rival, Ali Benflis, qui a recueilli 12,18% des suffrages, ne reconnaît pas la victoire du président Bouteflika et le taux de participation reste de l'ordre de 51,7%. Nous retrouvons l'actualité nationale. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie a tenu son assemblée générale. À l'heure du jour de cette assemblée, la présentation du rapport d'activité 2013, l'examen des nouvelles demandes d'adhésion et la proposition de modification des statuts et règlements intérieurs. Adama Koulibaly. Les représentants de partis politiques regroupés dans une fondation appelée Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMDID, chaque année se retrouvent en assemblée générale pour échanger sur la bonne marche de la gestion politique du pays. Au programme de cette assemblée, la présentation du rapport d'activité de 2013 de la fondation, le bilan financier, des propositions de modification de statut et règlement intérieur et examen de nouvelles demandes formulées par des partis qui souhaitent devenir membre de ce grand cercle des partis politiques. À l'ouverture des travaux de cette assemblée, les responsables de la fondation ont montré leur satisfaction des résultats obtenus par l'organisation. La contribution au raffermissement du dialogue politique pour discuter des questions d'importance nationale, et cela durant des moments difficiles de la crise de 2012, l'adoption du fichier biométrique, l'initiation des débats démocratiques sur des thématiques nationales, l'éducation civique et la participation électorale, record des présidentielles de 2013, sont entre autres des progrès démocratiques dans lesquels notre fondation a joué toute sa place. L'Assemblée, après échange sur les succès et les faiblesses de l'organisation, s'est penchée sur de nouvelles orientations de ses activités futures. En 5e région, c'est la salle de conférence qui a servi de cadre aux concertations régionales au Conseil des collectivités, et cela dans le cadre de la réalisation de son projet d'appui aux initiatives du contrôle citoyen. Les échanges ont planché sur les restitutions des travaux des premières et deuxièmes sessions statutaires au titre de l'année 2013, les modifications dans les textes de base de la décentralisation, les stratégies visant l'approfondissement du processus, la problématique de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Au-delà des contraintes, les acquis de la décentralisation sont perceptibles dans les domaines aussi divers que variés, et cela grâce à l'appui de l'État, notamment à travers l'ANCT, des partenaires techniques et financiers et des coopérations décentralisées. Le déplacement est dans la continuité. Il a surtout pour objectif de restituer à la base les comptes rendus des sessions de votre auguste assemblée et aussi
de vous imprégner de nos difficultés. Les contraintes ont été soulevées ça et là par le maire de Mopti, les autorités régionales à travers les indicateurs d'IPARAD. Ces informations ont enrichi le débat sur la vie des collectivités territoriales, chose que le premier vice-président du Haut Conseil des collectivités a apprécié à travers les réalisations de 30 ans de coopération entre le Conseil régional de Mopti et Ille-et-Vilaine par la visite de la ferme école de Fatouma, le centre artisanal Eli de l'eau et la ferme agricole Nana Agri. Les concertations régionales ont pour but de rendre compte de toutes nos activités de tous les jours, de nos sessions aux populations et à tous les acteurs de la décentralisation et en même temps de recueillir les préoccupations et c'est dans le même cadre que nous profitons pour voir les réalisations des différentes collectivités. Les participants à ces concertations ont recommandé le suivi et la mise en œuvre des activités avec les partenaires, diligenter le décaissement rapide des ressources financières. Mahamar Ibrahim Touré depuis Mopti. Dans le cadre de la réalisation de son projet d'appui aux initiatives du contrôle citoyen, le groupe de suivi budgétaire était ce matin devant la presse. C'était pour présenter son rapport d'évaluation du plan national d'action de mise en œuvre des recommandations issues des États généraux sur la corruption et la délinquance financière 2009-2013. Compte rendu, Lamine Keita. De ces rapports présentés à la presse, on retient deux aspects majeurs. D'abord, la majorité des acteurs, départements ministériels, société civile, secteur privé, chargés de la mise en œuvre de ces recommandations, ignoraient l'existence du plan national d'action de mise en œuvre des recommandations. Il y a ensuite l'absence du plan de communication pour faire connaître le contenu du dit document. Depuis 2009 et au résultat de l'évaluation de ce plan d'action, seulement 12% de réalisation. Par rapport à ce que nous avons vu, il y avait d'abord un problème institutionnel du fait que le plan a été mis en vigueur 2009, à partir de 2009-2013, et le comité, par rapport au suivi, les membres ont été nommés en 2011. Vous voyez déjà entre les deux dates, il y a 2 ans qui se sont passés, qui posent un problème. Il ne reste plus que 3 ans pour faire la mise en œuvre. Les membres du groupe de suivi budgétaire estiment qu'il faut une volonté politique forte pour que la lutte contre la corruption soit bien menée. Les rapports du groupe de suivi budgétaire déplorent également la non-implication de certains ministères dans la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux sur la corruption et la délinquance financière 2009-2013. 190 millions de francs CFA, c'est la valeur de matériels médicaux et autres offerts à la commune de Ségou par la municipalité d'Angoulême. Angoulême, c'est en France et ce geste s'inscrit dans le cadre du jumelage entre ces deux villes pour l'amélioration des qualités de soins de l'hôpital Nianankoro Fomba et quelques SESCOM de la ville. Reportage Fousseni Samaki. Un amplificateur d'image, des lits de réanimation, des matelas et autres matériels médicaux d'une valeur de 190 millions de francs CFA sont offerts à la ville de Ségou par sa ville jumelle française, Angoulême et ses partenaires. Les bénéficiaires sont l'hôpital régional Nianankoro Fomba de Ségou, les CSCOM de Banane Sabakoro et Médine, la mairie et autres associations de la commune de Ségou. Les matériels et produits médicaux dont le coût est estimé à peu près à 190 millions de francs CFA, sont les témoignages indéfectifs de la ville jumelle de Ségou, j'ai nommé Angoulême en France. Ce matériel vient nous renforcer sur le plan technique. Donc sur le plan équipement, vous avez également vu un amplificateur de brillance qui se trouve tout juste derrière moi, qui vient améliorer la pratique de la traumatologie et notamment la pratique aussi de la gynécologie. Les responsables de Ségou ont invité les bénéficiaires à faire un bon usage de ces matériels au profit des populations. La cérémonie d'aujourd'hui démontre à souhait que le jumelage Ségou-Angoulême est au beau fixe. Aussi, j'exhorte les différents bénéficiaires à enlever promptement leurs colis et à les mettre diligemment et de manière adéquate à la disposition de nos populations pour qu'elles en tirent le meilleur profit conformément à l'esprit des donateurs. À travers le comité de jumelage Ségou-Angoulême, l'hôpital Girac de France et l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou
mène des actions partenariales dans plusieurs domaines de la santé. En première région, les 23 villages des coopératives d'exploitants de la gomme arabique des communes de Djelebougou, Karakoro et Sahel viennent de bénéficier d'un appui du projet de développement de la gomme arabique dans la région de Kaye. Nous retrouvons Mahamadi Aliou Bari. Plus de 23 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel que le projet de développement de la gomme arabique dans la région de Kaye vient de remettre aux coopératives d'exploitants de gomme arabique dans les communes de Djelebougou, Karakoro et Sahel. C'est donc comprend 23 pompes avec accessoires, 23 groupes électrogènes de 5 caviars, 23 charrettes, 46 ânes et 46 filles. La présente dotation fait suite à une série d'autres qui ont eu lieu. Elles ont porté sur les matériels et les outils de récolte, les emballages et couseuses, les équipements et fournitures de pépinière. La valeur totale de tous les équipements et matériels remis au village depuis le début du projet s'élève à environ 55 millions de nos francs. Ce projet qui a une durée de 21 mois a pour objectif global d'améliorer les conditions de vie des populations par le développement de la filière gomme arabique et la réhabilitation de l'environnement. La gomme arabique, qui est un produit de ce terroir, a eu toute notre attention. Et depuis lors, nous sommes mobilisés en menant des études de prospection, en initiant des rencontres pour voir dans la mesure du possible comment pourrait-on donner vraiment une chance à la gomme de pouvoir se développer dans ce terroir, mais également qu'il puisse être source de revenus pour nos populations. Le projet de développement de la filière gomme arabique dans la région de Kaye est le fruit de l'accord de financement entre la République du Mali et l'Union européenne dans le cadre général de l'Alliance globale sur le changement climatique au Mali. Clôture à Sikasso des assises sur l'évolution de la mise en œuvre du programme d'investissement sectoriel de l'éducation, phase 3. Nous retrouvons Daouda Djakité. Le programme d'investissement sectoriel de l'éducation mis en œuvre par le gouvernement à travers le département de l'éducation avec l'appui financier des partenaires a permis de relever certains défis qui assaillaient le système scolaire du pays. Des défis liés à la faiblesse du taux de scolarisation des enfants, la faiblesse des ressources humaines, notamment des enseignants, et la gestion de l'éducation en mode décentralisé, entre autres. Nous avons beaucoup mis l'accent sur la nécessité d'accorder une importance particulière à la qualité de la formation des enseignants. Nous avons également mis l'accent sur la nécessité d'accroître le nombre d'enseignants, mais aussi de mieux les répartir, de façon à ce que toutes les régions, toutes les localités du Mali où les enfants ont besoin d'aller à l'école disposent d'enseignants de qualité. Au moment où un nouveau programme décennal est en cours de préparation, il importe donc à l'ensemble des acteurs de l'éducation et des partenaires sociaux et financiers de s'impliquer à fond pour éviter les erreurs du programme antérieur. Et ce que nous voulons, c'est que cette préparation soit la plus participative possible. C'est-à-dire que toutes les couches sociales, tous les acteurs, tous les partenaires concernés par l'éducation soient impliqués dans la préparation du nouveau programme afin que ce que nous allons élaborer soit vraiment le fruit d'un consensus national dont l'exécution ne souffrira pas d'aucun obstacle. Les différentes conclusions et recommandations qui ont sanctionné les travaux serviront de guide pour l'orientation du nouveau programme décennal de l'éducation. Dans le cadre de la réforme économique initiée par le gouvernement, le département en charge du commerce, à travers la Direction nationale du commerce et de la concurrence, vient de descendre dans certains marchés de Bamako pour un contrôle inopiné des unités de mesure. 4 équipes sont mobilisées pour ce contrôle. Constat, nombreux sont les appareils de mesure qui ne sont pas en règle, nous dit Moussa Fane. Cette première étape de contrôle a concerné 3 stations d'essence de Bamako. 6 de ces stations sont en règle, ce n'est pas le cas pour la 3e. Les autres étapes ont concerné les balances et les bascules des bouchers et les vendeurs de céréales. Pour nous les bouchers, ce contrôle est très important. Ça permet aux consommateurs de bénéficier de ce qu'ils ont acheté. Avec ça, les pertes sont moyennes des 2 côtés. Vraiment, l'initiative est salutaire. Ça nous permet d'éviter les pertes. Selon le directeur national du commerce et de la concurrence, le contrôle s'étendra à toutes les régions. La vérification des instruments de mesure, c'est un travail permanent, d'autant plus que les autorités du pays ont doté
la DNCC d'équipement. Et nous allons faire ce travail de façon permanente et sur toute l'étendue de la République. Les consommateurs saluent l'initiative et souhaitent la pérennisation de l'activité. Bon, ils n'ont pas essayé de se supplier aux normes. C'est mieux aussi pour tout le monde. C'est une bonne chose. L'initiative est très bien. Si réellement ça continue et que les consommateurs aient leurs droits, c'est très bien. Je demande à tous les commerçants vraiment de se conformer à la réglementation maintenant parce que les opérations de contrôle ont commencé et vont continuer chaque jour maintenant. La Direction nationale du commerce et de la concurrence entend tout mettre en œuvre pour satisfaire les consommateurs. En tout cas, nous sommes debout et nous sommes prêts. Les moyens nous sont donnés. Nous allons jouer notre partition par rapport à ce travail. Les personnes en infraction ont reçu chacune une convocation pour se présenter à la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Le constat qui se dégage est que tous ces boutiquiers, bouchers, vendeurs de céréales et de carburant doivent fournir un peu d'effort pour régler les appareils et les unités de mesure. C'est là pour le bonheur des consommateurs. Remise d'actes de naissance et de jugement supplétifs à plus de 300 enfants de Dougou-Olonfila. L'œuvre est de l'Association pour le progrès et la défense des droits de femmes APDF en partenariat avec la Fondation Orange. Compte rendu signé Fatoumata Kone. Enfin, un jugement supplétif pour Lassana Fofana, âgé de 16 ans, qui manifeste ici sa joie. Ce même bonheur a été ressenti par Aliou Diara, Mariam Diagana au moment de recevoir leur acte de naissance. Ils sont au total 316 enfants des 30 villages et hameaux de Dougou-Olonfila à obtenir leur acte de naissance ce mercredi. Cela grâce à l'APDF en partenariat avec la Fondation Orange. La remise des actes de naissance et de jugement supplétif s'est déroulée à Touba, village situé à 5 km de Banamba, dans la région de Koulikoro. Ainsi, 316 enfants ont pu bénéficier de cet appui, donc 119 enfants à Touba, 79 à Kerouane, 40 à Bouala, 31 à Boadougou, 16 à Guelefoua, 16 à Ngolobougou et 15 à Kawerla. Un geste qui ravit les parents et les tuteurs des enfants. Pour amoindrir la charge institutionnelle, l'APDF remettra également des kits scolaires aux 316 enfants bénéficiaires d'actes de naissance et de jugements supplétifs. Il faut que les parents s'investissent dans l'acquisition de l'acte de naissance pour leurs enfants. C'est le premier devoir. On est dans la commune de Dougou-Olonfila. C'était une population qui voyage beaucoup. Pour pouvoir voyager, il faut avoir sa carte d'identité ou il faut avoir un passeport. On ne peut avoir ni la carte d'identité ni le passeport sans l'acte de naissance. Cette remise s'inscrit dans le cadre des 23 années d'anniversaire de l'Association pour le progrès et la défense des droits de femmes APDF. L'association entend réaliser les mêmes activités à Mouroudja. Et 200 enfants seront concernés pour cela. Voilà, avant de refermer définitivement ce journal, nous rappelons ces deux communiqués. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du lundi 21 avril est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui invite les imams, les présidents des associations et organisations islamiques et la communauté musulmane toute entière à la cérémonie d'ouverture du 2e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et suite au rappel à Dieu de Madame Keïta Mariam Travelé, veuve du président Modibo Keïta, nous avons reçu les messages de condoléances des partis Alliance pour la solidarité du Mali, ASMA, et de la coalition pour le développement du Mali, CODEMA. Ils saluent tous la mémoire de celle qui a été une grande institutrice et une pionnière de l'indépendance du Mali. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Mohamed Touré. Et je me ferai le plaisir d'être là pour l'édition de 20h. Excellente nuit à tous. Au revoir.